Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 148. Aujourd'hui, on va parler d'échecs. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère comme d'habitude que vous allez bien. On est à la mi-novembre au moment où j'enregistre cet épisode et je suis à quelques semaines de remettre mes applications doctorales pour le projet que je me suis donné, un peu à l'insu de tout le monde, un peu sans que je le sache moi-même que ça allait se produire aussi, de poursuivre mon éducation jusqu'au doctorat, quelque chose que j'avais laissé derrière il y a de très, très, très nombreuses années. Hein? On parle de plus de 10 ans. Et c'est intéressant pour moi de réfléchir à comment je navigue à travers ce grand projet parce que c'est naturellement une grande décision, c'est quelque chose auquel j'avais réellement tourné le dos. Hein? J'ai eu 37 ans cette année et puis je pensais que c'était peut-être dans mon futur lointain, là, quand j'allais être retraitée ou quelque chose, mais que ça ait cogné à ma porte aussi fortement dans les derniers mois. C'était un peu inattendu. Bref, je suis à quelques semaines de remettre là, le maximum de mes applications parce qu'il y a une date limite là, sur plusieurs de ces applications et c'est un travail quand même assez ardu de faire ces applications. Hein. Il y a une proposition de recherche de 2000-2500 mots et puis on doit faire tout un tas. Genre, on doit passer à travers beaucoup de cerceaux, mettons, sans savoir si nos efforts vont être récompensés. Et naturellement, je suis très confiante de mes capacités à faire un doctorat, mais les écoles pour lesquelles j'ai décidé d'appliquer, c'est des top universities, hein? C'est des écoles du Ivy League, c'est des écoles qui sont extrêmement bien notées parce que, bon, je me suis dit, tant qu'à y aller, tant qu'à m'embarquer dans un projet de cette envergure-là, je vais tenter ma chance dans les plus... dans les tops, là, dans le best du best. Et c'était intéressant j'ai trouvé ça intéressant pour moi de m'observer à travers ce processus-là parce que j'avais fait ce processus il y a 12 ans quand j'avais terminé ma maîtrise. Et puis, c'était dans un autre contexte. J'étais une autre personne à ce moment-là. Mais d'être arrivée au stade où j'en suis aujourd'hui, puis de travailler comme ça sur un projet, sachant que c'est une possibilité, hein, elle existe cette possibilité que je sois rejetée de toutes les universités auxquelles j'applique. Elle existe et c'est quelque chose avec lequel je dois faire la paix pour vraiment donner mon meilleur. Et naturellement, ça m'a fait réfléchir à comment ma relation à l'échec a évolué et je donne beaucoup de crédit à l'entrepreneuriat pour m'avoir aidé à naviguer ça, mais aussi comment je la vois se manifester encore chez beaucoup de mes clients, chez beaucoup d'entrepreneurs que je vois, par rapport à leur façon de plonger dans leurs initiatives, un peu à reculons, à cause de cette fameuse peur de l'échec. Puis là, je voulais enregistrer cet épisode-là parce que je voulais qu'on réfléchisse un peu ensemble à quoi ça sert ou comment est-ce qu'on fait pour naviguer les risques qui viennent avec nos ambitions, sachant qu'il y a toujours cette possibilité qu'on échoue, qu'on soit rejeté, que nos clients nous disent non, que notre lancement flop et qu'on ait des questions à se poser sur est-ce qu'on veut vraiment continuer dans cette direction-là. Parce que je pense que c'est ça la question qu'on essaye
de s'éviter à se poser le plus souvent possible, alors que je considère que c'est la question qu'on devrait toujours se poser, qui est « est-ce que je continue? » Et quand on fuit l'échec, en fait, on veut pas avoir à se poser cette question-là de « est-ce que je continue? » après avoir vécu un rejet, un échec, hein, une difficulté. Et je voulais commencer l'épisode, bon là, je vous parle un petit peu de mon processus avec le doctorat parce que, honnêtement, ce qui m'a permis de rester très focus pendant les derniers mois, c'était de vraiment me dire le seul fait d'avoir envoyé ces applications est une réussite. Est une réussite parce que ça m'a permis de plonger à travers la théorie, ça m'a permis de me prouver que je suis encore capable de réfléchir de cette façon-là, de remplir ce genre de choses-là. Ça m'a permis de me replonger dans le processus académique, puis ça m'a aussi permis de me poser la question si je veux c'est vraiment ça que je veux. Puis de toujours continuer à me la reposer, peu importe le résultat qui va advenir. Et je voulais vous raconter une autre petite anecdote. Une anecdote, c'est pas une anecdote nécessairement, sinon une information sur moi, mais quand j'étais jeune, quand j'étais petite, quand j'étais une enfant, j'étais vraiment une mauvaise perdante. Vraiment, là. J'aimais pas perdre. Je pleurais quand je perdais. Tu sais, c'est pas quelque chose que je suis particulièrement fière de moi, mais en même temps, le fait de vous en parler, c'est quelque chose que je trouve qu'il y a quelque chose de bon. Ça veut dire que je suis capable de aussi me voir avec une certaine neutralité, hein, voir mon histoire avec de la neutralité. Mais j'étais vraiment une mauvaise perdante. Je sais pas si je le suis encore. Là, je joue un peu moins des jeux compétitifs comme le tennis ou des choses comme ça, mais même les cartes. J'étais mauvaise perdante aux cartes. Bref. Puis, je réalisais dans cette réaction que j'avais à perdre que c'était un problème. Hein, parce que veux pas, tu sais, je voyais que c'est pas tout le monde qui réagissait comme ça. Je voyais que quand je réagissais comme ça enlevait du plaisir non seulement à moi, mais à d'autres personnes qui jouaient avec moi. Puis, tu sais, j'ai amené ça avec moi jusqu'à un point où je fuyais un peu la compétition parce que je voulais pas avoir à vivre cette sensation intense que je vivais quand je perdais, quand je mettais beaucoup d'efforts dans quelque chose puis que j'y arrivais pas. Et ça a été un problème pour moi jusqu'à ce que je découvre le livre de Carol Dweck. C'est un des premiers livres que j'ai lu dans un contexte entrepreneurial. Je me rappelle, tu sais, ces livres-là que tu te rappelles exactement où tu étais quand tu le lisais. Puis pour moi, je me rappelle que je le lisais en allant travailler. J'avais une job corpo dans ce temps-là, puis je le lisais dans le métro en allant travailler. Fait que je m'imagine déjà en train de lire ce livre. Je m'imagine encore en train de lire ce livre sur le métro. Et le livre s'appelle Mindset, hein? A New Psychology of Success. Donc, en français, c'est quelque chose comme une nouvelle psychologie de la réussite ou quelque chose comme ça. Et puis, ce livre de Carol Dweck a vraiment changé ma vie parce que dans ce livre-là, c'est une psychologue de Stanford, elle parlait du fait qu'il y a deux types d'état d'esprit, hein, l'état d'esprit ou l'intelligence fixe versus l'intelligence incrémentielle ou l'intelligence de développement. Puis quand elle parle d'intelligence, c'est des façons qu'on a de comprendre notre environnement, comprendre notre univers. Et c'est quand j'ai découvert ces concepts de fixed versus growth mindset que là, je me suis reconnue. Je me suis reconnue tellement bien dans le fixed mindset. Hein, puis je vous donne juste rapidement qu'est-ce que ça veut dire. Hein. Le fixed mindset, c'est les personnes qui craignent l'échec parce que l'échec constitue une affirmation négative par rapport à nos capacités. Hein, nos capacités de base, notre intelligence, nos talents. Tandis que les individus avec un état d'esprit de développement se soucient pas tant de l'échec parce qu'ils prennent conscience que leur performance peut être améliorée. Puis, ce qui est intéressant avec ça, c'est que les gens ne sont pas nécessairement conscients de leur état d'esprit, mais il peut être déduit par leur comportement. Puis c'est particulièrement évident par rapport à leur relation à l'échec. Puis moi, quand je lisais ce livre-là, je réfléchissais à tout un tas de choses de ma vie, notamment
quand j'ai été refusée en musique au cégep, quand j'ai été refusée au doctorat, après ça, après ma maîtrise. Et après ça, ben, ce qui était arrivé, c'est que j'ai complètement changé de voie, puis j'ai laissé ça derrière moi, puis j'ai dit ça, c'est pas fait pour moi, puis si ça avait été fait pour moi, j'aurais été capable de le faire, tu sais, du premier coup. Ça montre que je suis pas une personne, genre, qui a ce type de talent-là. Bref. Fait que toutes ces croyances qui venaient avec l'état d'esprit fixe, je les reconnaissais en moi, mais surtout, je les reconnaissais dans ma relation que j'entretenais avec l'échec. Puis là, ça a vraiment cliqué dans ma tête que c'était exactement ça que je devais travailler si je voulais bâtir de la résilience pour justement atteindre mes rêves, avoir de l'ambition, me développer au-delà de ce que j'étais capable d'atteindre de façon naturelle sans nécessairement trop me forcer. Puis là, ce qui arrive, c'est que ben, j'ai naturellement utilisé tout ça dans ma réflexion autour de l'entrepreneuriat parce que dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs, beaucoup de rejets, beaucoup de choses qui sont perçues négativement par les gens, puis ça peut devenir problématique si on a encore un état d'esprit fixe et qu'on n'est pas capable de transcender cet état d'esprit-là. Puis, ce que j'ai remarqué, puis c'est pas... Je l'ai autant remarqué dans mon propre cheminement que chez mes clients, c'est que beaucoup d'entre nous, entrepreneurs, on va utiliser un max de notre énergie dans la réflexion, les chimères, la fantaisie, la fantasmagorie, comme j'appelle, et de désirer des choses. On est comme « Ah, je me vois déjà faire ceci ». Ça, c'est beaucoup genre les coach mindset qui disent « Est-ce que tu es capable de visualiser ton moi futur » et des choses comme ça. Chose que j'utilise, mais l'affaire, c'est quand on passe notre temps à visualiser notre moi futur, être dans la fantaisie, être dans la réflexion, repenser genre à tous les détails de notre offre, repenser à comment on va faire X, Y, Z pour qu'il n'y ait pas de friction, etc. Quand on focus là-dessus au lieu du faire, on reste dans cet état d'esprit que si on avait simplement toutes les bonnes clés et les bonnes pièces du puzzle, tout se déroulerait exactement comme prévu et donc que notre réussite est irrémédiable. Et il y a quelque chose de fixe dans cette idée qu'on est capable de conceptualiser une machine entrepreneuriale parfaite qui va nous garantir un succès assuré et que si on fait les bons gestes au bon moment avec les bonnes publications, etc., ben là, il n'y a pas de risque que ça foire ou que ça floppe. Puis ça, c'est... Tu sais, je l'associe beaucoup à cet état d'esprit fixe parce que dans le overthinking, dans le... Tu sais, je sais pas comment on dit en français, comme... Le ramachage de pensée, je sais pas, la rumination, il y a cette peur de l'échec. Il y a cette peur de faire le mauvais move. Il y a cette peur de ne pas avoir suffisamment calculé le risque pour pouvoir se l'éviter à 100%. Alors, on reste dans, puis j'en parlais dans un des épisodes précédents, on reste dans quelque chose qui est une motion, donc qui a l'air d'être proactive, au lieu d'être dans le faire, dans l'action, qui est quelque chose qui est très concret. Puis c'est un peu la même chose qui se passe aussi quand, avec notre mindset fixe, on se dit, ben, tu sais, je vais faire X, Y, Z et il va arriver A, B, C. On va prioriser les motions qui sont dans l'abstrait, dans notre tête, au lieu de l'action. Donc, je donne des exemples ici. Par exemple, une motion de travailler son calendrier éditorial, tu sais, pendant des heures et des heures, versus l'action de écrire et publier. La motion de prendre un cours de prise de parole en public versus l'action de faire un live sur Instagram. La motion d'analyser les statistiques de lancement, ce qui est quand même une bonne chose, mais quand on les suranalyse, encore une fois, tu sais, versus l'action de sortir les apprentissages de ces statistiques-là et essayer quelque chose de nouveau. Faire des pitchs, par exemple. La motion de s'inscrire à une autre certification dans notre expertise versus l'action de
pratiquer sur des clients, rencontrer des nouvelles personnes, essayer des nouvelles choses. Fait que vous voyez, il y a comme il y a un des côtés, en plus motion, qui est beaucoup dans on va aller accumuler davantage d'abstraction versus on va aller dans le vrai monde, tester des vraies choses pour voir qu'est-ce qui va arriver parce que la conscience qu'il y a dans ce type de façon de faire, c'est que dans l'action, on a l'information. Hein? Puis l'information, c'est ce qui nous permet après ça de prendre des décisions. Quand on est dans l'action, voici comment on va savoir qu'on est dans l'action. Hein? On va savoir qu'on est dans l'action par le nombre d'échecs qu'on va rencontrer. Puis les nombres d'échecs, ça peut être des rejets, ça peut être des sentiments négatifs, ça peut être de l'inconfort, ça peut être des choses qui semblent désalignées. Parce que c'est dans cette action-là qu'on va aller identifier justement, OK, genre, il y a un cours à corriger, il y a un feeling, genre, que j'aime pas, il y a un résultat que je voudrais changer. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'est pas dans cette action, on ne va pas se confronter à ce type de résultats, des résultats négatifs, des rejets, sentiments, etc. D'où un concept que j'entends souvent. J'ai entendu parler par notamment Simone Saul, mais c'est un concept que beaucoup de scientifiques adoptent, qui est le failure quota, ou en français, hein, un quota d'échecs. Un quota d'échecs, c'est à la place de se dire « il faut que je fasse 10 bonnes choses dans la prochaine semaine », il faut que je fasse 10 erreurs dans la prochaine semaine. Hein? Puis se challenger à aller chercher ces échecs-là, parce qu'en se challengeant vers l'échec, on se challenge aux limites de ce qu'on est capable, aux limites de notre confort, aux limites de nos capacités, aux limites de notre expertise, et c'est dans cette limite-là que se trouve la croissance. Salut les ambitieuses, je fais une petite pause dans l'épisode pour te parler de quelque chose de vraiment important. On va pas se mentir, hein, les dernières années ont été rough pour beaucoup d'entrepreneurs. Pour certaines, ça a voulu dire de retourner sur le marché de l'emploi, pour d'autres, redéfinir ses offres ou changer sa clientèle. Et au cours des 8 dernières années, j'ai vu des centaines d'entrepreneurs motivés et pleines de talent obligés de fermer les portes par manque de rentabilité ou de momentum. Parce qu'on va pas se mentir, hein, grâce au pouvoir du web et des réseaux sociaux, il n'a jamais été plus facile qu'aujourd'hui d'avoir sa propre entreprise. Le défi, c'est d'y rester maître à bord, ancré dans sa vision, peu importe les tempêtes qu'on rencontre au fil des ans. Mais faut pas se faire d'illusions, ton énergie est limitée. Tu ne peux pas brûler la chandelle par les deux bouts. Et pour continuer, tu as besoin de trouver un équilibre entre croissance et stabilisation. Et la clé vers cet équilibre, c'est la force de tes systèmes. Et croisant mes 7 années d'entrepreneuriat à faire croître mon équipe, mon plaisir et mes profits, je l'ai expérimenté au premier plan. Ce sont tes systèmes qui te supportent jour après jour pour que tu puisses enfin relaxer dans ton entreprise, même quand le monde est sans dessus-dessous. Cet hiver, je vais ouvrir les portes de mon nouveau programme signature, Autopoésis. Ça fait plus de 6 mois que je travaille sur cette hybride entre un mastermind et un parcours de développement entrepreneurial pour te faire travailler dans les mécanismes les plus importants de ton business durable. Bye bye hustle, bye bye doute et découragement. T'es devenu entrepreneur pour faire du bien à toi, à tes clients et à ceux qui t'entourent. Et là, on va optimiser chaque partie de ton entreprise pour y arriver. Rejoins la liste d'attente pour être aux premières loges lors de l'ouverture des inscriptions et profiter des rabais, bonus et autres goodies que je réserve à la première cohorte qui bénéficiera du prix le plus bas auquel le programme sera vendu. Pour t'inscrire, c'est facile, rends-toi sur mtamarque.com/AP, mtamarque.com/A comme Annie et P comme papa, et entre tes infos. C'est gratuit, c'est sans engagement, mais mon instinct me dit que c'est exactement le type de support à la fois stratégique et expérientiel que tu cherchais. Alright ma chère, c'est à mtamarque.com/AP. Oublie pas que si tu cherches le lien, il est dans les notes de l'épisode. Et maintenant, de retour à notre émission.
ce qui arrive aussi avec ce concept du failure quota, puis j'avais lu aussi dans un livre quelqu'un qui disait le soir, ils se demandent pas qu'est-ce qu'ils ont bien fait. Tu sais, c'était une famille, puis une famille, je pense, je sais pas si c'était un scientifique ou quoi, mais le soir, il demande pas à sa fille comment a été ta journée, il lui demande comment t'as échoué aujourd'hui. Dans quoi t'as échoué aujourd'hui. Parce que quand on échoue, ça prouve qu'on est dans l'action, on est dans l'arène. C'est important de normaliser ces choses qui sont dans les limites de notre connaissance, de notre capacité, de notre expertise, les normaliser pour les neutraliser. Quand on les normalise, quand on en fait une pratique de notre quotidien, de notre vie en général, on neutralise les feelings négatifs qui sont autour d'eux parce qu'on sait qu'on est en train de jouer aux limites, hein, dans les territoires de croissance. Parce que c'est dans ces territoires-là que, si on continue à y aller, ben, il n'y a pas d'autre choix que de s'améliorer de façon incrémentielle à chaque nouvelle action. Donc, à chaque fois qu'on va visiter ces territoires inconfortables, on est en train de faire un pas vers la maîtrise, vers l'amélioration. Et c'est là, genre, que le concept, encore une fois, du scientifique, puis j'ai mis entre parenthèses aussi du sportif, parce que je trouvais qu'il y avait des recoupements, est utile pour l'entrepreneur, parce que le scientifique, lui, quand il fait une expérience, il va pas le prendre mal si son expérience n'a pas les résultats escomptés. Au contraire, hein, c'est de l'information, c'est des données, hein, desquelles il va pouvoir tirer des nouvelles conclusions. Et c'est comme ça que la science évolue. L'expérience en soi, ou l'échec de l'expérience, ou la réussite de l'expérience n'est pas liée à leur identité. Leur identité, c'est d'être quelqu'un qui est curieux avec ses résultats, qui va rechercher avec ses résultats, mais aussi qui va être capable d'évaluer ce qui fonctionne pour faire plus de ça et éventuellement améliorer les outcomes, améliorer les résultats. Le scientifique ou le sportif, même chose, a besoin de répétition. Parce que dans la répétition, il y a toujours des nouvelles informations. Donc, quand on fait quelque chose et on se bute à un échec et qu'on ne veut jamais répéter l'expérience parce que on a peur des sensations ou des sentiments qu'on va vivre, on est en train de se dénuer de la possibilité de recevoir l'information et aussi de faire l'apprentissage qu'on aurait fait parce qu'on ne s'est pas forcé à aller extraire ce qui était positif ou ce qu'on devait faire davantage pour la prochaine itération. Donc, le scientifique a besoin de répétition pour cristalliser ses réflexions, pour cristalliser ses conclusions, de la même façon que le sportif a besoin, genre, de faire des mauvais coups pour pouvoir ajuster son tir. Mauvais coups, là, puis là, je pense encore au tennis, là, mais c'est comme ça que je l'imagine. Donc, évaluer pour trouver ce qui marche et faire plus de ça, ben ça se fait pas quand on n'est pas dans l'action. Ça se fait pas quand on n'est pas directement, genre, engagé dans l'activité. Et donc, quand il n'y a pas de possibilité d'échouer. Il n'y a pas d'évaluation dans le overthinking. Il n'y a pas de possibilité d'évaluer si notre façon de penser était bonne ou mauvaise tant et aussi longtemps qu'on ne s'est pas mise dans l'action. Parce que ça reste de la fantaisie, ça reste des hypothèses, ça reste des fantasmagories, ça reste des belles histoires qu'on se raconte, mais ça, sans le contact avec la réalité, on ne sera jamais capable, genre, de faire avancer les choses. Donc, l'échec est hyper important. C'est hyper important qu'on puisse neutraliser cet échec-là dans notre pratique entrepreneuriale, parce que c'est à travers ces limites-là, genre ces edges-là, qu'on va pouvoir croître, qu'on va pouvoir avoir des résultats qui sont différents de ceux qu'on a acquis actuellement. Et tout ça, c'est ancré dans cette vision qu'on est des êtres en croissance, que notre intelligence est incrémentielle, qu'on n'est pas quelqu'un qui est né avec toutes les connaissances, avec tous les talents, mais qu'on peut se développer vers quelque chose de mieux. Puis si on n'a pas cette croyance-là, l'entrepreneuriat va devenir quelque chose de très, très difficile. Puis pas juste l'entrepreneuriat, mais n'importe quelle aventure qui vise à développer le potentiel de quelqu'un ou à concrétiser ses ambitions. Alors voilà, c'était ma réflexion sur l'échec. J'espère que
ça vous a fait réfléchir à vous aussi. Et j'ai peut-être une question ici pour vous, là, pour continuer cette réflexion, c'est où j'ai besoin d'échouer davantage dans mon entreprise aujourd'hui pour avoir des résultats différents de ceux que j'ai maintenant. Puis après ça, vous pouvez continuer en vous demandant comment est-ce que je vais augmenter mon quota d'échecs dans mon entreprise. Alright? OK tout le monde, on se dit à la prochaine. Hey! T'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple, navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.